Mon fils a exigé que je cède ma maison à sa femme, mais j'ai riposté en vendant la propriété et en les rayant de mon testament. Découvrez cette histoire explosive de trahison et de justice. Abonnez-vous pour plus de récits captivants. Mon fils m'a ordonné « Donne la maison à ma femme ». Et n'imaginez pas ce que j'allais faire. Les premiers rayons du soleil glissaient à travers l'interstice des rideaux, formant une traînée dorée sur le parquet de ma chambre. 7 heures du matin. J'ouvris les yeux et restai allongé quelques minutes, m'habituant à l'idée qu'il n'y avait pas besoin de se presser aujourd'hui, pas besoin de corriger des copies d'étudiants, de préparer le petit déjeuner pour Adrien, ou de répondre aux appels agaçants d'Élodie. Chaque matin m'appartenait désormais, et ce fait me semblait encore étrange. Je m'appelle Amélie Fournier, et dans 3 jours, j'aurai 64 ans. Ces 2 dernières années, j'ai vécu seule, dans une grande maison, sur l'avenue des Roses, la rue la plus prestigieuse de Honfleur, la maison que Jacques et moi avions achetée il y a 27 ans, quand son imprimerie commençait à générer un bénéfice sérieux. En y repensant maintenant, je réalise que c'était l'apogée de notre bonheur familial, une nouvelle maison, Adrien partant à l'université, mon mari enfin reconnu pour ses années de dur labeur, et moi enseignant joyeusement la littérature française, dans un collège communautaire, en posant prudemment mes pieds hors du lit, j'enfilai mes pantoufles et jetai sur mes épaules la robe de chambre en soie que Jacques m'avait offerte pour notre dernier anniversaire. La grande maison m'accueillit avec le silence. Parfois ce silence était une bénédiction, surtout après les visites bruyantes des petits-enfants. Parfois c'était un rappel insupportable de la perte. Jacques est mort il y a 4 ans, une crise cardiaque survenue directement à l'imprimerie, alors qu'il vérifiait un nouvel équipement, rapide et impitoyable. Il n'a pas souffert, et je ne sais toujours pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise. Pas eu le temps de dire au revoir, pas eu le temps de dire les choses importantes. Je suppose que personne n'a jamais le temps. Je me préparais une tasse de thé et un toast à l'avocat, un petit luxe matinal que je m'autorisais le mardi. Mon regard glissa distraitement autour de la cuisine, où chaque objet portait un souvenir, une soupière en porcelaine, rapportée d'un voyage en Normandie, un ensemble de torchons, avec des citations de littérature classique, offerts par des collègues à la retraite, des aimants sur le réfrigérateur. De la part d'anciens étudiants ayant voyagé à travers le pays, le téléphone sonna à 8h15 précises, pile dans l'horaire d'Élodie. « Amélie, bonjour !» La voix de ma belle-fille semblait joyeuse et professionnelle. « J'espère que tu n'as pas oublié, que tu récupères les enfants à l'école aujourd'hui. J'ai une présentation importante pour un nouveau client. Je ne peux pas annuler. » Je réprimai un soupir. Bien sûr, je me souvenais toujours des obligations. J'avais mon emploi du temps de grand-mère, noté en moi à l'avance, sur le calendrier accroché près du réfrigérateur. Oui, Élodie, je m'en souviens, je récupérerai Léa et Jules à 15h30. Super. Et nous devrons peut-être rester un peu plus longtemps. Peux-tu leur donner à dîner? J'ai laissé de l'argent pour une pizza. La dernière fois, utilise-le. Il n'y avait même pas une trace de question. Dans sa voix, juste une affirmation. Comme si mon temps n'avait aucune valeur. Comme si je ne pouvais pas avoir mes propres projets. En fait, j'avais prévu une réunion avec Sabine à 18h, dis-je prudemment, faisant référence à ma vieille amie et collègue. Une courte pause suivit, puis un léger rire. Amélie, tu réalises que c'est un client important, n'est-ce pas? Ma promotion dépend de cette présentation. Je suis sûre que Sabine comprendra. Si tu reprogrammes ta réunion, je sentis les muscles de mon visage se tendre, formant un sourire poli, qu'Élodie ne pouvait même pas voir. Des années d'enseignement m'avaient appris à garder mes émotions sous contrôle. « Bien sûr, je l'appellerai, » répondis-je, prenant une gorgée de mon thé refroidi. Après la conversation, je regardais mon reflet
Dans le miroir du salon, mes cheveux gris étaient en un chignon soigné, et des rides fines entouraient mes yeux, que Jacques appelait des marques de rire. J'avais l'air décente pour mon âge, mais quelque chose dans mes yeux avait changé au fil des ans, une sorte de lassitude, une humilité. Quand cela s'était-il produit? Quand étais-je passé d'Amélie Fournier, une professeure de littérature, dans la trentaine, une femme avec ses propres ambitions, était opinions, à une grand-mère pratique, prête à s'adapter aux emplois du temps des autres. J'ouvris l'armoire du couloir et sortis un album photo. Notre mariage avec Jacques, moi dans une robe crème modeste, lui dans un costume loué, mais l'air aussi fier que s'il venait d'un grand couturier, des photos de voyage, nous devant la tour Eiffel, au Colisée, sur les plages de la Côte d'Azur. La naissance d'Adrien, le petit paquet dans mes bras et le bonheur ébahi sur nos visages. Sa remise de diplôme au lycée, son inscription à l'université, son mariage avec Élodie, la naissance des petits-enfants, Léa, maintenant 11 ans, et Jules, qui a 8 ans. Notre famille semblait parfaite. Dans ces photos brillantes, des gens souriants et aisés. Personne n'aurait pu deviner ce qui se cachait derrière. Après la mort de Jacques, les choses changèrent imperceptiblement. Progressivement, Adrien prit la direction de l'imprimerie, bien qu'il n'ait jamais montré beaucoup d'intérêt pour l'entreprise de son père. Il préféra engager un manager et se concentra sur sa carrière dans la finance. L'imprimerie continuait de générer un revenu stable, dont une partie me revenait en tant que veuve du fondateur. Au début, leurs attentions semblaient touchantes. Adrien et Élodie passaient tous les week-ends, apportant des provisions et demandant comment j'allais. Puis, progressivement, ces visites commencèrent à s'accompagner de demandes. « Maman, peux-tu récupérer les enfants à l'école? Nous avons une réunion importante. » Amélie, ça ne te dérange pas de garder Jules, n'est-ce pas? Il a un léger rhume et nous devons aller à cette collecte de fonds. Maman, tu te souviens quand tu disais que tu voulais aider avec l'apport pour la maison? C'est le bon moment. Je ne disais jamais non. Jacques disait toujours que la famille était la chose la plus importante. Et je le croyais, je voulais être une bonne mère, une grand-mère généreuse, avant que je ne m'en rende compte. J'étais passée de la personne à qui l'on demandait à celle à qui l'on ordonnait. En fermant l'album, je me dirigeais vers les étagères qui occupaient tout un mur du salon. Les livres avaient été une passion de toute une vie. Des volumes usés de Victor Hugo, hérités de mon père, aux auteurs contemporains que je découvrais pour moi-même. Et mes étudiants, je passais mes doigts sur les dos, ressentant un calme familier. Après ma retraite, il y a 3 ans, j'avais prévu d'écrire mon propre livre, une analyse des personnages féminins. Dans la littérature française du XXe siècle, j'avais rassemblé des matériaux, fait des brouillons. Le dossier de notes reposait toujours dans le tiroir de mon bureau, intact, entre les soins à Jacques, qui était malade, et ensuite mes petits-enfants. Il n'y avait pas de temps pour mes propres projets. Le téléphone sonna. Adrien cette fois. Ah, maman. Salut. Sa voix semblait pressée. Élodie m'a dit que tu récupères les enfants. Super. Écoute, je pensais à ton anniversaire. Nous avons réservé au bistrot marin pour 19h vendredi soir. C'est un nouveau restaurant. Très tendance. Tout le monde en parle. J'ai hoché la tête en silence, bien qu'il ne puisse pas le voir. Le bistrot marin était connu comme un lieu pour les réunions d'affaires et le réseautage, un endroit bruyant, prétentieux, l'opposé des restaurants chaleureux. Que je préférais, ça a l'air super, dis-je, parce que c'est ce qu'il attendait. Ah, super. J'ai réservé pour 6. Élodie et moi. Les enfants, toi, et Il marqua une pause. Ça te dérange si j'invite Vincent Delacroix? C'est un investisseur potentiel et ce serait bien de le présenter à la famille. Dans un cadre décontracté, quelque chose se brisa à l'intérieur. Mon anniversaire, 64 ans, et même ce jour-là, il prévoyait de l'utiliser
pour faire avancer leurs intérêts. Et Adrien, je pensais que ce serait un dîner familial, dis-je doucement. Maman, ça le sera, juste avec une petite addition utile. Vincent est un homme très intéressant. Tu l'aimeras. Il a beaucoup voyagé, collectionne de l'art. Je sentis ma main serrer le téléphone plus fort. D'accord. Adrienne. Après la conversation, je restai longtemps à la fenêtre, regardant le jardin soigné. Jacques disait toujours que c'était mon talent de transformer un espace en oasis. Chaque buisson, chaque fleur avait été planté de mes mains. Le jardinier venait 2 fois par semaine maintenant, parce qu'Adrien estimait qu'à mon âge, je ne devrais pas m'embêter avec de telles choses. Je me dirigeai vers la commode et ouvris le tiroir supérieur. Là, sous une pile d'écharpes, se trouvait une boîte contenant le collier de perles que Jacques m'avait offert. Pour notre 20e anniversaire de mariage, je décidai de le porter pour mon anniversaire, même si Élodie avait une fois remarqué que les perles étaient un peu démodées pour la femme moderne. À 15 heures, je quittai la maison, à temps pour aller chercher mes petits-enfants à l'école. Ma berline, achetée alors que Jacques était encore en vie, semblait modeste face aux SUV rutilants et aux voitures de sport des autres parents et grands-mères. Attendant, devant l'école, Adrien avait proposé à plusieurs reprises d'aider à acheter une nouvelle voiture. Mais j'avais refusé. Cette voiture était fiable, comme la plupart des choses dans la vie de Jacques et moi. Léa et Jules sortirent de l'école en courant, avec des sacs à dos qui semblaient trop grands pour leurs épaules frêles. Mamie Amélie. Jules fut le premier à courir vers la voiture, ses cheveux blonds ébouriffés par la course. Léa s'approcha plus lentement, avec la dignité d'une presque adolescente, mais je pouvais voir le sourire qu'elle essayait de cacher. « Salut, les petits !» Je les enlaçai, sentant l'odeur familière de shampoing pour bébé et de fournitures scolaires. « Comment était votre journée ?» Un chemin vers la maison. Ils parlèrent de l'école. Jules avait obtenu un A pour son projet de sciences, et Léa avait été choisie pour jouer dans la pièce de théâtre scolaire. J'écoutais, posais des questions, me réjouissais de leur succès. Ces moments étaient réels, authentiques. Les enfants ne faisaient pas semblant, ne m'utilisaient pas. Ils étaient simplement eux-mêmes, bruyants, énergiques, parfois grognons, mais toujours réels. À la maison, je les aidais avec leurs devoirs. Léa écrivait une dissertation sur un livre préféré, et j'aimais discuter avec elle. Des 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott, Jules luttait avec des problèmes de mathématiques, et nous dessinions des diagrammes ensemble, pour rendre les nombres abstraits plus compréhensibles. À 18h30, alors que nous finissions le dîner avec une pizza livrée. La sonnette retentit. Adrien et Élodie entrèrent dans la maison, tous deux en costume d'affaires strict. Téléphone à la main. « Maman, merci beaucoup. » Adrien m'embrassa sur la joue et se tourna immédiatement vers les enfants. « Allez, nous avons encore à faire aujourd'hui. » Élodie jeta un coup d'œil à la cuisine, remarquant les restes de pizza. « Encore de la nourriture rapide, » soupira-t-elle. Amélie, nous parlions de manger sainement. J'y restai silencieuse, aidant Jules à ramasser les jouets éparpillés. Élodie, pendant ce temps, vérifiait les devoirs de Léa, fronçant les sourcils. Cette analyse est trop simple. Pour ton âge, dit-elle, tu dois creuser plus loin. Si tu veux entrer dans une bonne école. Léa baissa les yeux, et je sentis une vague d'irritation monter en moi. La dissertation était parfaite. Pour une enfant de 11 ans, sincère et pleine d'amour pour la littérature. Élodie. Elle a fait un excellent travail, dis-je doucement. Léa a capturé l'essence du livre, l'importance des liens familiaux et de l'indépendance féminine. Élodie haussa un sourcil, mais ne dit rien, continuant à ranger les affaires des enfants. En partant,
Jules me serra fort dans ses bras. Ah. Mamie, on peut faire des biscuits aux pépites de chocolat. La prochaine fois, murmura-t-il. Je souris et hochai la tête, ignorant le regard mécontent d'Élodie. Après leur départ, je retournai dans la maison silencieuse. J'appelai Sabine. M'excusant d'avoir annulé notre réunion, elle comprit. Elle-même grand-mère de 3 petits-enfants. « Amélie, dit-elle avant de raccrocher, n'oublie pas de penser à toi. Parfois, tu donnes trop. » Je méditais sur ces mots, assise dans le fauteuil du salon, un livre non lu sur les genoux. Quand avais-je fait quelque chose? Uniquement pour moi, pour la dernière fois, voyager en Bretagne. Il y a 2 ans, pour visiter l'exposition sur George Sand. Non, même là, j'avais écourté le voyage, parce que c'était l'anniversaire de mariage d'Adrien et Élodie, et ils voulaient que je garde les enfants. Le lendemain, je me rendis au centre commercial pour acheter une robe. Pour la fête d'anniversaire à venir, au magasin, une vendeuse, à peu près de mon âge, m'aida à choisir une robe bleu marine élégante, à manches longues. « Ça irait parfaitement avec des perles, » remarqua-t-elle, et je souris, pensant à mon collier. En passant devant la librairie, je ne pus résister à y entrer, l'odeur des livres neufs, la musique douce, les voix étouffées des clients. Tout créait une atmosphère où je me sentais chez moi. J'achetai un nouveau roman d'un auteur que je voulais lire depuis longtemps et un recueil de poèmes de Paul Verlaine. Le soir, devant une tasse de thé, j'ouvris le recueil à une page au hasard et lus. « Dites-moi, que comptez-vous faire de votre vie unique et précieuse ?» La phrase résonna en moi, avec une douleur inattendue. Qu'avais-je fait de ma vie ces dernières années? Attendre, m'adapter, devenir de plus en plus invisible. Le jeudi, veille de mon anniversaire, Adrien passa après le travail. Il venait rarement seul, sans Élodie et les enfants, et j'étais surprise de le voir, sur le pas de la porte. « Maman, as-tu une minute ?» demanda-t-il. En entrant dans le salon, je lui offris du thé, mais il refusa, prenant juste un verre d'eau, et s'assit dans le fauteuil en face de moi. Adrien avait l'air d'un homme prospère, à 41 ans, soigné, confiant, avec un peu de gris sur les tempes qui le faisait ressembler à Jacques au même âge. « Maman, commença-t-il, posant son verre sur la table basse, « Élodie et moi, en discutons depuis longtemps, et nous avons décidé qu'il faut avoir une conversation sérieuse. Avec toi, je m'étendis, m'attendant à une discussion sur ma santé, ou un éventuel déménagement dans une maison de retraite, un sujet qu'Élodie avait délicatement évoqué, à quelques reprises, sous couvert de sollicitude. « Voilà, » continua Adrien, regardant non pas moi, mais par-dessus mon épaule. « Cette maison est trop grande pour toi seul. 4 chambres, un immense jardin. C'est une source constante de soucis et de dépenses. » J'attendis en silence la suite de la conversation, bien que je savais déjà où elle menait, sans Élodie et moi. Pensions que ce serait rationnel. Si tu nous donnais la maison, Léa et Jules grandissent et ont besoin de plus d'espace. L'école ici est excellente et nous t'aiderons à trouver quelque chose de compact et confortable. Peut-être dans ce nouveau complexe d'habitation assistée. Il parlait vite, d'un ton professionnel, comme s'il proposait une transaction mutuellement bénéfique et non la prise de ma maison, une maison pleine de souvenirs. De chaque année avec Jacques, de chaque fête familiale, de chaque soirée tranquille, avec un livre près de la cheminée. « Adrien, dis-je lentement, c'est ma maison, ton père et moi. » Il fronça légèrement le nez, comme si je n'avais pas compris quelque chose d'évident. « Maman, ce n'est qu'un bâtiment. Les souvenirs resteront avec toi. Pense-y logiquement. Pourquoi as-tu besoin de tant de pièces? Tu passes la plupart de ton temps dans le salon et la chambre. De toute façon, et entretenir une maison, c'est coûteux. Je peux gérer les dépenses, argumentai-je. Les revenus de l'imprimerie
et ma pension. Et cet argent pourrait être utilisé pour quelque chose de plus important, m'interrompit-il. Comme le fonds éducatif de Léa et Jules. L'université devient plus chère chaque année. J'ai senti quelque chose de froid et de lourd s'installer dans ma poitrine. Il parlait de ma maison, de mon argent, comme s'il lui appartenait déjà, comme si j'étais une gêne temporaire, sur le chemin de l'héritage. Discutons-en plus tard, dis-je, me levant de mon fauteuil. Demain, c'est mon anniversaire, et je préférerais ne pas penser à de telles choses pour l'instant. Adrien sembla mécontent, mais hocha la tête. Bien sûr, maman, réfléchis-y. D'accord, c'est une décision sensée pour nous tous. Après son départ, je restai longtemps immobile, fixant la photo de Jacques sur la cheminée. Il souriait, tenant son premier contrat sérieux pour l'imprimerie. Que dirait-il maintenant? Conseillerait-il de céder pour maintenir la paix dans la famille, ou serait-il indigné par la façon dont son fils traitait sa mère? Je ne dormis pas beaucoup cette nuit-là, pensant à l'anniversaire de demain et à la conversation avec Adrien. Quelque chose changeait en moi, lentement, mais inexorablement, comme si toutes les rancunes non dites, toutes les objections ravalées, toutes les concessions des dernières années, se rassemblaient en une résolution. Le matin de mon anniversaire commença par un appel téléphonique. Sabine fut la première à me féliciter. Sa voix, chaleureuse et sincère, me fit sourire. Amélie, joyeux anniversaire. Ma chère, 64 ans. Ce n'est qu'un chiffre. Tu es toujours la même fille, qui discutait avec le doyen, sur le sens du symbolisme chez Proust. Ris. Me souvenant de cet incident lointain, nous parlâmes pendant presque 1 heure. Livris, de nos anciens métiers, de projets futurs. Sabine s'était récemment inscrite à un cours de peinture à l'aquarelle et m'encourageait à la rejoindre. Il est temps de faire ce que j'ai toujours voulu, dit-elle avant de raccrocher. Le temps presse. Amélie, chaps. Après la conversation, je restai longtemps devant le miroir de ma chambre. La robe bleu marine, que j'avais achetée pour ce soir, épousait parfaitement ma silhouette. Je portais le collier de perles, un peu de parfum, le préféré de Jacques, aux notes de jasmin et de vanille. Je coiffais mes cheveux, dans un style simple mais élégant. Dans le reflet, je voyais une femme qui avait vécu une longue vie, avec des joies et des pertes, avec de l'amour et des déceptions. Une femme qui se sentait encore forte et volontaire. La journée passa calmement. Quelques anciens collègues envoyèrent des messages de félicitations. Une voisine, Madame Blanchard, passa avec un gâteau au citron fait maison, petit mais avec 6 bougies, une pour chaque décennie, et une de plus pour la chance. Nous prîmes le thé ensemble, et ce simple moment de sincérité réchauffa mon âme. Adrien appela à midi, me rappelant le dîner du soir. Sa voix semblait préoccupée. Il s'inquiétait de savoir si j'aurais le temps de me préparer, si je pourrais trouver le restaurant. Bien que j'aie vécu à Honfleur toute ma vie adulte et connaissais la ville aussi bien que lui, mieux vaut prendre un taxi, maman, conseilla-t-il. Le stationnement pourrait être un problème là-bas. J'acquiesçai, bien que je préférais conduire moi-même. C'était plus facile que de discuter. À 18h30, j'étais prête. Je hélai un taxi, comme Adrien l'avait suggéré. Bien que le bistrot marin ne soit qu'à 15 minutes, je m'assis à l'arrière et regardai les rues familières de Honfleur, la ville qui était devenue mon foyer il y a 40 ans, quand Jacques et moi avions déménagé ici avec des rêves d'une vie meilleure. Le restaurant se trouvait dans un nouveau quartier d'affaires, un bâtiment en verre, avec une prétention à la sophistication architecturale. À l'intérieur, tout brillait d'un minimalisme moderne, murs blancs, détails chromés, plantes vivantes et cache-pots géométriques. Je me sentis immédiatement mal à l'aise avec la froideur de cet intérieur, mais j'essayais de garder une attitude positive. Après tout, aujourd'hui était mon jour. Adrienne, Élodie et les enfants attendaient
déjà à la table. À côté d'eux était assis un homme d'âge moyen, en costume impeccable. Probablement Vincent Delacroix, l'investisseur potentiel. Maman. Adrien s'approcha de moi, son sourire un peu tendu. Joyeux anniversaire. Il m'enlaça, et dans cette étreinte, je ressentis une distance, comme s'il accomplissait un rituel obligatoire. Élodie se leva aussi et m'embrassa sur la joue, laissant une légère trace de rouge à lèvres coûteux. Amélie, vous êtes magnifique, dit-elle, avec le sourire professionnel d'une experte en relations publiques. Est-ce une nouvelle robe? J'y hochai la tête, notant intérieurement qu'elle n'avait pas dit un mot sur mon anniversaire. Léa et Jules étaient inhabituellement calmes, comme s'ils avaient été briefés à l'avance sur les règles de comportement. Seuls les yeux de Jules brillaient d'une curiosité enfantine sincère lorsqu'il remarqua la petite boîte cadeau. Dans ma main, j'avais préparé de petits souvenirs pour les enfants, bien que généralement les cadeaux d'anniversaire soient offerts à la personne fêtée, pas donnés par elle. « Mamie Amélie » murmura Jules, alors que je m'asseyais à côté de lui. « Joyeux anniversaire !» J'ai souri et serré discrètement sa petite main sous la table. « Amélie » Adrien attira mon regard. « Je voudrais vous présenter Vincent Delacroix. Vincent, voici ma mère. Amélie Fournier. » L'homme se leva galamment et me serra la main. « Madame Fournier, enchanté de vous rencontrer. Adrien m'a beaucoup parlé de vous. » Sa poignée de main était ferme, son regard évaluateur, typique d'un homme d'affaires, habitué à lire les gens rapidement, que des bonnes choses. « J'espère, répondis-je, avec un léger sourire. « Bien sûr. » Vincent se rassit, ajustant parfaitement les manchettes de sa chemise. « Il a mentionné que vous enseigniez la littérature, Chia. Je dois admettre, c'était ma matière préférée, à l'université. J'ai douté de sa sincérité. Son ton avait l'habitude de dire ce que les gens voulaient entendre. Mais je jouais le jeu, mentionnant plusieurs auteurs, généralement inclus dans les programmes universitaires. Pendant que nous échangions des politesses, le serveur apporta les menus, de lourds dossiers à couverture de cuir, au design minimaliste. Les prix étaient astronomiques, et je ne pus m'empêcher de penser au nombre de bons livres qu'on pourrait acheter pour le coût d'un seul plat de poisson ici. « J'ai commandé du champagne, » annonça Adrien, alors qu'un second serveur approchait, avec un seau à glace contenant une bouteille d'Homme Pérignon. Occasion spéciale, le champagne fut versé dans les verres, même les enfants reçurent un petit verre de boisson sans alcool pour participer au toast. À maman. Adrien leva son verre. « Joyeux anniversaire. Je lui souhaite la santé. Il hésita un instant, et je pouvais presque le sentir. Chercher les mots justes. Que souhaiter à une veuve de 64 ans? Bonheur, amour, nouveaux accomplissements, tout semblait hors de propos, dans son image du monde, où j'étais une vieille femme, quittant la scène. Des jours sereins. Finit-il enfin? Des jours sereins, comme si j'avais déjà vécu ma vie, et qu'il ne me restait plus qu'à m'éteindre, dans un rocking chair. Merci. Je pris une gorgée de champagne, sentant les bulles picoter ma langue. Bien que j'espère que mes jours ne soient pas seulement sereins, mais épanouissants. J'ai encore beaucoup de projets. Adrien sourit avec indulgence, comme on sourit à un enfant qui annonce son intention de voler jusqu'à la lune. La conversation à la table passait d'un sujet à l'autre, principalement grâce aux efforts d'Élodie, qui savait maintenir la conversation. Dans n'importe quelle compagnie, ils parlèrent des dernières nouvelles de la ville, de l'école des enfants, d'un nouveau restaurant prometteur, ouvert dans le quartier des affaires. J'écoutais principalement, répondant. Lorsqu'on s'adressait directement à moi, Vincent parla de ses voyages en Asie, de sa collection d'art moderne, de nouvelles opportunités d'investissement. Adrien saisissait chaque mot, me jetant parfois un regard, comme pour vérifier si je faisais la bonne impression sur son partenaire potentiel.
Quand les hors-d'œuvre arrivèrent, la conversation glissa imperceptiblement vers les affaires. Adrien et Vincent discutaient d'un projet, utilisant un jargon professionnel qui me donnait mal à la tête. Élodie intervenait occasionnellement, montrant sa connaissance des affaires de son mari. Les enfants picoraient silencieusement leurs assiettes de plats sophistiqués, préférant clairement la pizza que nous avions eue hier. « Mamie !» murmura Jules, pendant que les adultes étaient absorbés à discuter du marché immobilier. « Je t'ai dessiné une carte, mais maman a dit que nous t'achèterions un vrai cadeau plus tard. » J'ai lui souri. « La carte que tu as dessinée est le vrai cadeau, le meilleur. » Son visage s'illumina, mais redevint sérieux immédiatement, quand Élodie lui lança un regard d'avertissement entre les hors-d'œuvre et le plat principal. Le serveur apporta un petit gâteau avec une seule bougie, visiblement un hommage à la tradition. De la part du restaurant, Adrien sembla légèrement agacé par cette violation de son soirée soigneusement planifiée. « Nous avons commandé le dessert à la fin, » dit-il au serveur, qui s'excusa et s'éloigna rapidement, laissant le gâteau sur la table. « Souffle la bougie, mamie, » demanda Léa. Montrant un enthousiasme enfantin, pour la première fois de la soirée, je pris une profonde inspiration et soufflai la flamme, faisant un vœu simple et complexe à la fois. Vivre ma vie, pas celle de quelqu'un d'autre. Quand les plats principaux furent servis, des portions exquises qui ressemblaient plus à des œuvres d'art qu'à de la nourriture. Adrien posa sa fourchette et me regarda avec ce sourire particulier que j'avais appris à reconnaître. Quand il était enfant, c'était le sourire qu'il me faisait, avant de demander quelque chose d'important, un nouveau vélo, la permission d'aller au lac avec des amis, de l'argent supplémentaire pour l'université. « Et maman !» commença-t-il, essuyant ses lèvres avec une serviette. « Te souviens-tu de notre conversation d'hier ?» J'ai senti les muscles de mon cou se tendre, donc. Il avait décidé de continuer le sujet à la maison, ici même, en public, le jour de mon anniversaire, visiblement. La conversation avait été planifiée, peut-être même avec Vincent, qui pourrait donner des conseils immobiliers professionnels. « Je m'en souviens, » répondis-je discrètement. « Je pense que ce serait un bon moment pour en discuter en famille, » continua Adrien, jetant un regard à Élodie, qui hocha légèrement la tête, et avec Vincent, qui a beaucoup d'expérience dans ces situations. « Quel genre de situation ?» demanda-t-il, bien que je savais exactement de quoi il parlait. Dans les situations où il faut bien utiliser l'immobilier, intervint Vincent, et il m'apparut clairement que sa présence n'était pas un hasard, surtout quand il s'agit de biens familiaux et de planification successorale. Héritage, c'était donc ça, pas seulement la maison, mais tout ce qui serait laissé derrière. Je me sentis soudain comme si j'étais déjà morte à leurs yeux, juste un obstacle sur le chemin de l'héritage désiré. « Nous y avons beaucoup réfléchi, » continua Adrien, me regardant dans les yeux avec une expression de fausse sollicitude. « Et nous pensons que la solution la plus intelligente est que tu nous cèdes la maison maintenant. » « Où suis-je censé vivre ?» demandai-je, essayant de garder ma voix stable. « Nous y avons pensé aussi, » dit Élodie, s'illuminant. « Il y a un magnifique complexe pour les personnes âgées, appelé Résidence des Vagues. Il a d'excellentes installations, un personnel médical, beaucoup d'activités pour votre âge. » Pour votre âge. Cette phrase me coupa comme un couteau. Je n'étais pas une vieille femme décrépite, ayant besoin de soins constants. J'étais une femme à part entière, capable de prendre ses propres décisions sur sa vie. Je n'ai pas besoin d'une maison de retraite, dis-je doucement, mais fermement. Ça, ce n'est pas une maison de retraite. Maman, fronça Adrien, c'est une résidence assistée moderne. Beaucoup de gens prospères de votre âge choisissent cette option. Et si je ne veux pas, alors vous pourriez envisager un petit appartement, intervint Vincent, comme s'il avait le droit de participer à la discussion de ma vie.
J'ai d'excellentes options, dans de nouveaux complexes d'appartements, compacts, modernes, près des centres commerciaux. J'ai le regardé, perplexe, qui lui avait donné le droit de me proposer un logement, qui l'avait invité à participer à cette conversation. Chut, Amélie. Élodie posa sa main sur la mienne, sa voix mielleuse, le même ton qu'elle utilisait pour les clients difficiles. Nous voulons tous ce qui est mieux pour vous. Une grande maison demande un entretien constant. Et à votre âge? À mon âge. Oui, terminai-je pour elle. Vous avez mentionné mon âge plusieurs fois ce soir. Il y eut un silence gênant. Les enfants regardaient de moi à leurs parents, sentant la tension, mais ne comprenant pas pourquoi. Maman, Adrien changea de tactique, sa voix presque suppliante. Pense aux enfants. Ils ont besoin de plus d'espace pour se développer. Léa est bientôt adolescente. Elle a besoin d'une chambre séparée. Pour étudier, Jules rêve d'un grand jardin. Pour jouer, et ta maison est parfaite. Pour une jeune famille. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre maison actuelle? Demandai-je. Bien que je connaissais la réponse, leur maison de ville, à 3 chambres, dans un quartier branché, était trop petite pour leurs ambitions croissantes. Elle est dans le mauvais quartier, répondit Élodie. Les écoles, là-bas, ne sont pas les meilleures. Votre quartier a d'excellentes opportunités éducatives. Je me souvenais comment ils avaient choisi cette maison de ville, il y a 3 ans, à la mode, haut de gamme, à distance de marche, des meilleurs restaurants de la ville. Ils ne se souciaient pas des écoles à l'époque. Et franchement, ajouta Adrien, baissant la voix, financièrement, c'est le plus logique. Tu as ta pension et les revenus de l'imprimerie. C'est plus que suffisant pour une vie modeste. Et entretenir une grande maison est une dépense inutile. Une vie modeste. Encore une phrase qui me définissait comme quelqu'un dont les besoins et désirs n'importaient plus. Donc, vous voulez que je vous donne la maison que Jacques et moi avons achetée avec l'argent que nous avons gagné par des années de dur labeur et que je déménage dans un logement compact parce qu'à mon âge, je dois vivre une vie modeste. Dis-je lentement, sentant quelque chose comme de la colère monter en moi, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Si tu comprends tout de travers. Adrien sembla agacé. Nous proposons une solution pratique. Pour tout le monde. Ce sera plus facile pour toi, plus pratique pour nous. Est ma commodité, mes souhaits? Maman, sois raisonnable. Son ton devint condescendant. À ton âge, il faut être pratique. La maison restera dans la famille, juste transmise à la génération suivante. N'est-ce pas ce que papa aurait voulu? La mention de Jacques fut la goutte d'eau. Je connaissais mon mari, mieux que quiconque, à cette table, et j'étais sûre qu'il n'aurait jamais approuvé. Qu'on me traite ainsi. Ne me dis pas ce que ton père aurait voulu. Ma voix était basse, mais il y avait une note d'acier dedans. Jacques voulait que je sois heureuse, et que je vive pleinement, jusqu'à mon dernier jour, pas que j'existe dans un logement compact, en cédant tout ce que j'ai, alors que je suis encore en vie. Amélie, tu es dramatique, intervint Élodie. Personne ne parle de tout céder. Nous parlons seulement d'une maison, trop grande pour une personne. Et ensuite, demandai-je, l'imprimerie, les économies. Quoi d'autre considérez-vous trop grand pour moi? Sans. Adrien et Élodie échangèrent des regards rapides, et je réalisai que j'avais visé juste. La maison n'était que le début. Oh, et peut-être devrions-nous en discuter à la maison plutôt qu'au restaurant, suggéra Adrien, remarquant que les tables voisines commençaient à s'intéresser à notre conversation. Pourquoi reporter? Demandai-je. Vous avez spécifiquement choisi mon anniversaire pour cette conversation. Pensiez-vous que je ne pourrais pas dire non? Un jour comme celui-ci, ou que la présence d'un étranger, je hourrai la tête vers Vincent, qui sembla un peu embarrassé, me rendrait plus conciliante. Maman, Adrien prit un ton d'avertissement
je ne vous donne pas la maison, dis-je fermement. Ni maintenant, ni plus tard. C'est ma maison, et j'y vivrai aussi longtemps que je le voudrai. Il y eut un silence lourd. Adrien me regarda. Avec une irritation mal dissimulée, Élodie conserva son sourire professionnel, mais il y avait une lueur de mécontentement. Dans ses yeux, Vincent étudiait consciencieusement le contenu de son verre. Les enfants semblaient effrayés. Je suggère que nous mettions fin à cette conversation, dis-je enfin, poussant ma serviette. C'est mon anniversaire, et j'aimerais le passer, sans discuter de comment me débarrasser de moi. Et de mes biens? Personne ne veut se débarrasser de toi. Maman, commença Adrien, mais je levai la main pour l'arrêter. Finissons juste le dîner, dis-je. Nous parlerons affaires une autre fois. Le reste du dîner se passa dans une atmosphère tendue. Adrien et Élodie discutèrent d'un sujet neutre, évitant soigneusement l'embarras de la situation. Vincent maintenait la conversation poliment, bien qu'il se sente clairement hors de place. Les enfants étaient complètement silencieux, ne lançant que des regards compatissants. De temps en temps, quand le dessert arriva, un gâteau délicat, décoré de feuilles d'or, je pouvais à peine avaler une bouchée. Ma gorge était nouée et mon esprit s'emballait, avec des pensées sur comment, même le jour de mon anniversaire, je n'étais rien d'autre qu'un moyen pour atteindre une fin. La soirée se termina enfin. Adrien paya, refusant ostensiblement mon offre de partager l'addition. Nous sortîmes, où l'air frais du soir offrait un certain soulagement à l'atmosphère étouffante du restaurant. Je vais appeler un taxi, dis-je, sortant mon téléphone. Pas besoin, nous te ramènerons, objecta Adrien. C'est sur le chemin. Je préférerais prendre un taxi, dis-je fermement. Je veux être seul un moment. Il sembla offensé, mais n'insista pas. Élodie me dit au revoir froidement. Les enfants m'enlacèrent. Jules fort. Léa, avec la maladresse d'une adolescente qui ne savait pas de quel côté elle était. Je te verrai ce week-end, dit Adrien une dernière fois. Et, maman, je suis désolé. Si nous avons gâché ta soirée, nous voulions bien faire. J'ai hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Vincent me serra la main en guise d'adieu, son visage un étrange mélange de sympathie et d'intérêt professionnel. Il calculait probablement déjà comment le conflit familial affecterait une potentielle affaire. Le taxi arriva quelques minutes plus tard, assise à l'arrière. Je fixais les lumières de la ville, qui défilaient, et sentais la résolution se renforcer à l'intérieur. Voulait-il ma maison? Ne voyait-il en moi qu'une vieille femme dont les désirs et besoins n'importaient pas? Planifiait-il mon avenir? Sans moi, eh bien, je leur montrerai qu'Amélie Fournier était encore capable de prendre ses propres décisions et de le faire sans mots ni drame, silencieusement mais fermement. Alors que le taxi s'arrêtait devant ma maison, une grande et belle maison, pleine de souvenirs, je savais déjà exactement ce que j'allais faire demain, et cette décision changerait non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui pensaient pouvoir la contrôler. À leur guise, le samedi matin m'accueillit avec une clarté de pensée inhabituelle. Je me réveillai avant que le réveil ne sonne, me sentant étonnamment reposé. Malgré un sommeil agité, allongé dans le lit, je regardais la lumière du soleil remplir progressivement la pièce et mentalement établis un plan d'action, pas de doute ni d'hésitation, juste une séquence claire de mesures à prendre. La première chose que je fis fut d'ouvrir mon ordinateur portable et de taper « meilleurs agents immobiliers Honfleur » dans le moteur de recherche. Après avoir examiné plusieurs sites web, je choisis l'agence immobilière Étoile. Ils étaient spécialisés dans l'immobilier de luxe et avaient des avis impressionnants. À 9 heures, quand le bureau ouvrit, j'appelai et pris rendez-vous pour une consultation avec Nathalie Dubois, une courtière senior avec 20 ans d'expérience. Puis je demandai quelle propriété vous envisagez de vendre. Demanda la secrétaire, d'une voix mélodieuse. Une maison à Honfleur.
Avenue des Roses, répondis-je. 2 étages, 4 chambres, 3 salles de bain, un terrain d'un demi-hectare. Il y eut une pause intéressée. À l'autre bout de la ligne. Madame Fournier, Nathalie pourra vous recevoir. Aujourd'hui à 11h. Est-ce que cela vous convient? J'acceptai, réalisant que la réaction instantanée était moins due à ma courtoisie qu'à l'emplacement de la maison, l'un des quartiers les plus prestigieux de la ville. Après le petit déjeuner, je me préparais, choisissant un tailleur couleur sable, une tenue qui me donnait toujours confiance pour les réunions importantes au collège. Je ne voulais pas avoir l'air d'une gentille grand-mère qu'on pourrait facilement convaincre de termes défavorables. Le bureau de l'agence immobilière Étoile était situé dans un bâtiment moderne en verre et pierre, dans le quartier des affaires. L'intérieur impressionnait par son luxe discret. Sols en marbre, canapés en cuir, peintures d'artistes contemporains. Sur les murs, la réceptionniste, une jeune femme aux cheveux parfaits, me conduisit dans le bureau de Nathalie. Nathalie Dubois se révéla être une femme, à peu près de mon âge, élégante, avec des cheveux argentés coupés courts et un regard perçant. Elle se leva de son bureau pour me serrer la main et je sentis immédiatement que j'avais fait le bon choix. Madame Fournier, ravie de vous rencontrer, asseyez-vous. Je vous en prie. Elle désigna un fauteuil confortable en face de son bureau. Donc, vous voulez vendre la maison sur l'avenue des Roses, dit Mélissa. Puis je demandai pourquoi. Je veux déménager au bord de la mer, répondis-je, simplement. La maison est trop grande pour moi seule, et j'ai décidé de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Nathalie hocha la tête avec compréhension, sans poser trop de questions. Son professionnalisme était évident, dans le fait qu'elle allait droit au but, sans chercher à fouiller. Dans mes motivations personnelles, avez-vous des photos de la maison ou peut-être pourrions-nous organiser une inspection bientôt? J'ai sorti une tablette de mon sac et lui montré les photos que j'avais prises avant de venir ici. Nathalie examina chaque image, posant parfois des questions précises sur les réparations, les commodités et l'agencement. La maison est en excellent état, dit-elle, après avoir regardé toutes les photos. Et l'emplacement est parfait. Le quartier est très demandé, surtout par les familles avec des enfants d'âge scolaire, en raison de la proximité des écoles prestigieuses. J'ai hochaï la tête, pensant que c'était l'un des arguments d'Adrien et Élodie. Quel prix envisagez-vous de fixer? Demanda-je. Nathalie tapota pensivement, ses ongles manucurés longs, sur la table. Compte tenu du marché, de l'emplacement et de l'état de la maison, elle cita un montant qui me fit hausser les sourcils. Le prix était bien plus élevé que ce que j'avais prévu. Êtes-vous sûr? Demanda-je. N'est-ce pas un peu optimiste? Nathalie sourit, avec une légère condescendance d'experte. Madame Fournier, les prix, dans votre quartier, ont augmenté de 30%. Ces 5 dernières années, beaucoup de familles sont prêtes à payer une prime pour avoir l'opportunité de vivre près des meilleures écoles. De plus, il n'y en a pas beaucoup d'offres de cette qualité sur le marché. En ce moment, nous discutâmes des détails de la collaboration, la commission de l'agence, la stratégie de vente et le délai prévu. Nathalie suggéra de ne pas organiser de visite publique, mais de travailler directement avec des acheteurs potentiels présélectionnés. J'ai plusieurs clients qui cherchent une maison dans votre quartier depuis longtemps. Avec votre permission, je les contacterai aujourd'hui. J'ai hochaï la tête, me sentant un peu étourdi par la vitesse à laquelle les événements se déroulaient. Je n'avais pas prévu de vendre la maison, et aujourd'hui, je discutais déjà des spécificités de la transaction. Il y a une chose de plus, dis-je, baissant la voix. J'aimerais que cette vente reste confidentielle, jusqu'à ce que l'affaire soit finalisée. Je ne veux pas perturber la famille, avant que
ce ne soit conclu. Nathalie hocha la tête, avec compréhension, ne montrant aucune surprise. Elle avait probablement vu assez de situations familiales, au fil des ans, pour ne pas poser trop de questions. Bien sûr, nous pouvons organiser le processus de manière aussi discrète que possible. En quittant le bureau de l'agence immobilière Étoile, je ressentis un étrange mélange d'émotions, détermination, légère anxiété et quelque chose proche de l'anticipation. Pour la première fois depuis longtemps, je prenais une décision importante, basée sur mes propres désirs, et non sur les attentes des autres. Le point suivant de mon plan était de rencontrer un avocat, j'appelais François Lemaire, qui nous avait aidés, Jacques et moi, à rédiger le testament il y a 15 ans. Sa secrétaire dit d'abord que le rendez-vous le plus proche n'était pas avant 1 semaine. Mais quand je mentionnai mon nom et la nature de l'affaire, un créneau fut trouvé. Cet après-midi à 14 heures, le bureau de François était situé dans un bâtiment historique, au centre-ville, l'exact opposé de l'agence immobilière moderne et minimaliste. L'embrisse en bois sombre, meubles massifs et bibliothèque remplie de volumes juridiques créaient une atmosphère de stabilité et de tradition. François lui-même, un homme corpulent, dans la soixantaine, avec des sourcils gris broussailleux et un regard perçant, m'accueillit comme une vieille connaissance, bien que nous ne nous soyons pas vus depuis des années. Amélie, ravi de vous voir. Il désigna le fauteuil en face de son bureau. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de modifier mon testament, dis-je franchement, et d'obtenir des conseils sur la disposition de mes biens. François hocha la tête, ne semblant pas surpris. Que voulez-vous changer exactement? Ça, c'est tout, répondis-je. Je vends la maison, et je prévois de réviser considérablement la répartition de l'héritage. Maintenant, il était vraiment surpris, mais il retrouva rapidement une expression professionnelle. Je comprends. Discutons des détails. Pendant l'heure suivante, nous passâmes en revue chaque point de mon testament. Adrien et sa famille avaient été les principaux bénéficiaires. Ils devaient recevoir la maison, mes économies, ma part de l'imprimerie et tous mes biens personnels, sauf quelques souvenirs légués à Sabine et à quelques amis proches. J'avais maintenant décidé de changer cet arrangement de manière drastique. Je prévois de donner une grande partie des revenus de la vente de la maison pour établir un fonds de bourse pour les étudiants du département de littérature au collège où j'enseignais. Une autre partie ira soutenir la bibliothèque locale. Le reste sera divisé entre un portefeuille d'investissement pour subvenir à ma vie et un fonds fiduciaire pour mes petits-enfants qu'ils ne recevront pas avant l'âge de 25 ans, est Adrien, demanda François, prenant des notes. Il possède pratiquement l'imprimerie telle qu'elle est, répondis-je. Pour le reste, je lui laisserai une somme symbolique, assez pour que le testament ne puisse pas être contesté, sur le motif que j'ai oublié mon fils. François me regarda par-dessus ses lunettes, puis je demandai quelle est la raison d'un changement si drastique. J'ai soupiré. François n'était pas seulement notre avocat, il était un ami de Jacques et méritait probablement une explication. Hier était mon anniversaire. Comment sais-je? Et Adrien a choisi ce jour pour exiger ma maison. Pas la demander, pas en discuter. L'exiger, comme si j'avais déjà épuisé mon utilité et devais tranquillement m'écarter pour leur faire place. François fronça les sourcils, mais ne dit rien, me laissant continuer. C'était la goutte d'eau. Pendant des années, j'ai été leur distributeur automatique et leur baby-sitter à la demande, toujours disponible, toujours prête à aider, sacrifiant toujours mes projets pour leur convenance, et jamais une personne avec ses propres désirs et le droit d'être respectée. Je me tousse, sentant une vague d'amertume monter en moi, au souvenir de toutes les fois où mes besoins avaient été ignorés, mes projets rejetés comme sans importance, mon temps
jugé moins précieux que le leur. Jacques aurait donné beaucoup pour vivre jusqu'à mon âge. Continuai-je, plus doucement. Et il parle de mes années restantes, comme si j'avais déjà un pied dans la tombe. Je ne suis pas prête à supporter ça. Je ne suis pas prête à vivre la vie de quelqu'un d'autre. François hocha lentement la tête, son regard s'adoucissant. Je comprends, Amélie, et si je puis me permettre une observation personnelle, je soutiens pleinement votre décision. Jacques aurait été indigné qu'on vous traite ainsi. Nous continuâmes, Sakavitch, à travailler sur les documents. François m'expliqua toutes les nuances juridiques liées à la modification d'un testament et à la création de fonds fiduciaires. Il me conseilla également de mettre à jour la procuration pour les décisions médicales, désignant Sabine plutôt qu'Adrien comme personne responsable. J'aurai tous les documents nécessaires, prêts d'ici lundi, dit-il, quand nous eûmes fini. Pourrez-vous passer pour les signer? J'y hocherai la tête, me sentant étrangement soulagé, comme si j'avais ôté un poids lourd de mes épaules, que je portais depuis des années. Après ma réunion avec François, je me rendis dans un café à proximité, pour une tasse de thé, et rassemblai mes pensées, assise à la fenêtre, donnant sur la rue animée. Je réfléchis à mon nouveau plan de vie. Je devais décider où déménager, après la vente de la maison. J'ouvris ma tablette et commençai à chercher des informations sur les villes côtières. Saint-Malo attira mon attention, une petite ville sur la côte bretonne, assez proche de Honfleur, pour visiter mes petits-enfants, si je le souhaitais, mais assez loin pour commencer une nouvelle vie, en parcourant les annonces immobilières à Saint-Malo. Je tombai sur une image qui me fit chavirer. C'était une petite maison de 2 étages, de style breton, peinte en bleu doux, avec des bordures blanches, et une spacieuse véranda à l'avant. Elle était située à quelques pâtés de maisons, de la plage, dans un quartier historique calme. La description mentionnait des planchers en bois d'origine, une cuisine modernisée et un petit jardin bien entretenu. J'envoyai une demande à une agente immobilière locale en joignant le lien de l'annonce. À ma surprise, une réponse arriva presque instantanément. Une femme nommée Claire Martel proposa d'organiser une visite virtuelle de la maison le soir même, ou une visite réelle, n'importe quel jour, convenable. J'optai pour la visite virtuelle. À 19 heures, décidant que si la maison me plaisait, je conduirais à Saint-Malo dans les prochains jours. En rentrant chez moi, je trouvai un message de Nathalie. Elle avait déjà contacté plusieurs acheteurs potentiels, et 2 avaient exprimé un intérêt sérieux. Ils voulaient visiter la maison bientôt. Quand serait-il pratique d'organiser une visite? Demanda-t-elle. Je réfléchis. Adrien et Élodie passaient généralement chez moi le dimanche pour déposer les enfants pour la journée ou les récupérer après un week-end. Passé chez mamie, mais ce week-end, ils avaient prévu un voyage au club de campagne. Élodie l'avait mentionné dans l'une de nos conversations. Demain, de 10 à 18 heures, répondis-je. Cela donnait assez de temps pour quelques visites, et j'étais sûre que mon fils et ma belle-fille ne se présenteraient pas à l'improviste. Nathalie confirma qu'elle organiserait 2 visites, la première à 11 heures, la seconde à 14 heures. Je suis restée. Ce soir-là, à 19 heures précises, je me connectais à un appel vidéo pour une visite virtuelle de la maison de Saint-Malo. Claire, une femme énergique, d'âge moyen, avec un sourire agréable, me montra pièce par pièce, répondant à toutes mes questions. En détail, la maison était plus petite que ma maison actuelle, mais parfaite pour une personne. 2 chambres, 2 salles de bain, un salon spacieux avec une cheminée, une cuisine lumineuse, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. Mais le véritable trésor était la terrasse au 2e étage, qui donnait sur la baie par temps clair. Vous pouvez voir les bateaux entrant dans le port, dit Claire, montrant la vue depuis la terrasse. Et les couchers de soleil sont magiques. Et je sentais une confiance grandir en moi. C'était exactement ce que je cherchais. Un endroit
pour commencer un nouveau chapitre de ma vie, loin des reproches et des exigences, loin du sentiment d'être juste un outil pour la commodité de quelqu'un d'autre. Le quartier est très calme, continua Claire. Principalement des couples plus âgés et des gens créatifs vivent ici. Il y a un charmant café à 2 pâtés de maison où un club de lecture se réunit le soir. Un club de lecture. Titim. Je me souvenais d'avoir rêvé de revenir à la lecture régulière et à la discussion de littérature. Après la retraite, un autre rêve reporté à cause des demandes incessantes et des exigences de la famille. J'adore cette maison, dis-je, alors que la visite virtuelle se terminait. J'aimerais venir la voir en personne, dans les prochains jours. Claire s'illumina. Bien sûr, quand serait-ce pratique pour vous? Nous convînmes du mercredi, et je réservai une chambre dans un petit hôtel à proximité, prévoyant de passer quelques jours à Saint-Malo pour mieux découvrir la ville. Après l'appel, je m'assis dans un fauteuil, près de la cheminée, mon endroit préféré pour réfléchir. Des souvenirs de la vie dans cette maison défilaient dans mon esprit. Les années heureuses avec Jacques, l'éducation d'Adrien, les fêtes familiales, les soirées tranquilles avec un livre. Mais avec cela vint la réalisation que ces dernières années ici avaient été remplies non pas tant de joie que du sentiment d'occuper la place de quelqu'un d'autre, une place que d'autres avaient déjà revendiquée. Je pensais à comment ma relation avec mon fils avait changé depuis la mort de Jacques. Adrien avait toujours été plus proche de son père. Il partageait un intérêt pour les affaires, le sport, les choses pratiques. Moi, en revanche, j'étais plus contemplative, attirée par les livres, l'architecture, les idées. Jacques savait équilibrer nos mondes, trouvant un terrain commun avec son fils pratique et sa femme rêveuse. Sans lui, le lien s'était progressivement affaibli, jusqu'à devenir une relation basée sur l'obligation et le profit. Peut-être étais-je coupable de cela aussi, cédant trop facilement, disant non trop rarement, mettant trop souvent les besoins des autres avant les miens, les habituant à me voir, non pas comme une personne, mais comme une fonction, une grand-mère pratique, une ressource financière, la gardienne d'une maison, qu'ils considéraient déjà comme la leur. Maintenant, cela changeait, pas de mots bruyants, ni d'accusations, pas de scène dramatique, juste une action décisive, pour reprendre le contrôle de ma propre vie. Le dimanche fut consacré à la préparation des visites. Je retirai les photos de famille, des endroits bien en vue, disposai des fleurs fraîches dans le salon et la cuisine, et essuyai chaque surface jusqu'à ce qu'elle brille. La maison devait être impeccable pour impressionner les acheteurs potentiels. Les premiers à arriver furent le couple Bisset, un chirurgien prospère et sa femme, une architecte paysagiste. Ils inspectèrent chaque pièce soigneusement, posèrent des questions sur les commodités, s'intéressèrent à l'histoire du quartier. Ils furent particulièrement impressionnés par le jardin que j'avais créé et entretenu au fil des ans. « On sent l'amour ici », dit Madame Bisset, en regardant le parterre de roses vivaces. Chaque plante est à sa place. Tout est en harmonie. J'ai souri, touché par sa compréhension. Ce jardin était véritablement mon œuvre, mon lieu de force et de paix. Les seconds visiteurs furent Paul et Laurent Bisset, un jeune couple, avec 2 beaux enfants. Ils cherchaient une maison spacieuse, dans un bon quartier, avec d'excellentes écoles. Les enfants, des garçons de 8 et 10 ans, couraient dans le jardin, avec des exclamations excitées, pendant que leurs parents discutaient des réaménagements possibles de meubles et des schémas de couleurs pour les chambres des enfants. En les observant, je me surpris à penser que j'aimerais que ce soit eux qui achètent la maison. Il y avait une chaleur sincère et du respect dans leur attitude les uns envers les autres, et envers les enfants, quelque chose qui manquait cruellement dans la relation d'Adrien et Élodie. Après le départ du second couple, Nathalie resta tard pour discuter des impressions des acheteurs potentiels.
Les deux familles sont très intéressées, dit-elle. J'attends des offres concrètes. D'ici demain, j'ai hochai la tête, me sentant étrangement calme. L'idée de vendre la maison semblait impensable il y a peu, mais maintenant, cela semblait juste libérateur. Le soir, Adrien appela. Sa voix semblait tendue, visiblement. Il était toujours mécontent de notre conversation au restaurant, mais il essayait de le cacher. « Maman, comment vas-tu » demanda-t-il, avec une sollicitude feinte. « Je vais bien, merci », répondis-je, de manière neutre. « Écoute, à propos de cette conversation, Élodie et moi avons peut-être été trop insistants. C'est juste que nous pensons vraiment que ce serait la meilleure solution pour tout le monde. » J'y restai silencieuse, ne voulant pas rouvrir le sujet. De toute façon, continua-t-il après une pause, nous pensions commencer petit. Peut-être devrions-nous rénover la cuisine d'abord. Elle est un peu démodée. Et si tu décides un jour de vendre la maison, une cuisine modernisée augmenterait sa valeur. Voilà. Il planifiait déjà des rénovations pour ma maison, sans attendre que j'accepte de la céder. Tactique typique, donner l'apparence de se soucier, mais en réalité, prendre progressivement le contrôle. Merci pour l'offre, Adrienne, mais je suis parfaitement satisfaite de ma cuisine, dis-je calmement. Maman, tu ne comprends pas, commença-t-il, avec ce ton particulier qu'il utilisait quand il pensait mieux savoir. Les consommateurs d'aujourd'hui sont très exigeants sur les cuisines. Plan de travail en granit, nouveaux appareils, une lota au milieu. C'est ce qui est tendance maintenant. Je ne prévois pas de vendre la maison. De sitôt, mentis-je, ressentant seulement une légère pointe de conscience, donc pas besoin pour moi de suivre les tendances immobilières. Il y eut une pause tendue. À l'autre bout de la ligne. D'accord, dit-il enfin, avec une irritation mal dissimulée. Comme tu veux, garde juste à l'esprit que nous sommes prêts à aider quand tu changeras d'avis. Quant, pas si. Il était sûr qu'il obtiendrait gain de cause, tôt ou tard. Après la conversation, je restai longtemps en silence, regardant ma cuisine démodée, spacieuse, chaleureuse, avec des armoires en bois que Jacques et moi avions choisies ensemble, un large rebord de fenêtre, où je faisais pousser des herbes aromatiques et une collection de tasses en céramique, que j'avais recueillies au fil des années de voyage. Chaque objet ici avait une histoire, chaque coin portait des souvenirs. Et il voulait tout remplacer par des surfaces de granit sans visage et des appareils sophistiqués, pour correspondre à l'idée de quelqu'un d'autre, des tendances modernes. Le lundi matin, les grands événements commencèrent dès le début. Nathalie appela pour signaler que les deux familles ayant visité la maison avaient fait des offres et les deux étaient au-dessus du prix demandé initial. Ils sont prêts à négocier, dit-elle, avec une satisfaction à peine dissimulée. Je pense que nous pouvons obtenir des conditions encore meilleures si nous leur donnons une chance d'améliorer leurs offres. J'acceptai sa stratégie, demandant seulement de noter que la famille Bisset m'avait fait une impression particulièrement favorable. Je me rendis ensuite au bureau de François pour signer le Nouveau Testament et les documents fiduciaires. Quand toutes les formalités furent terminées, il me serra la main avec un respect sincère. « Amélie, j'admire votre détermination, » dit-il. « Tout le monde n'est pas capable de commencer une nouvelle vie à ce stade. » Je souris, appréciant sa délicatesse. « Merci, François. Je pense que Jacques approuverait ma décision. » Il le ferait certainement, hoqua-t-il. Il disait toujours que votre capacité à voir des opportunités, là où d'autres ne voyaient que des obstacles, était l'une des qualités qu'il valorisait le plus en vous. Ces mots réchauffèrent mon âme, un rappel qu'il y avait autrefois un homme qui me voyait et m'appréciait. Pour ce que j'étais, Saint-Malo m'accueillit avec du soleil,
et une brise salée, venant de la baie, la voiture avec mes affaires. N'était prévue que pour le soir. Alors, je me tenais sur le porche de ma nouvelle maison, avec rien d'autre qu'une petite valise, et un sac contenant mes livres les plus précieux, des photos et quelques souvenirs. La maison, Bretonne bleue, était exactement comme je m'en souvenais. De ma visite il y a une semaine, murs bleu doux, bordures blanchées, une large véranda, avec des chaises en osier, un petit jardin bien entretenu, avec des lauriers roses et du romarin, 2 étages, 3 chambres, une au rez-de-chaussée et 2, à l'étage un salon spacieux, avec des plafonds hauts, une cuisine lumineuse, avec une fenêtre donnant sur le jardin, et l'attraction principale, une terrasse au 2e étage, donnant sur le golfe de Gascogne. Je sortis mes clés, lourdes, à l'ancienne, et ouvris la porte d'entrée. La maison sentait la peinture fraîche, le citron, et un peu la mer, claire. Mon agente immobilière s'était occupée de tout. Les fenêtres étaient lavées, les sols cirés, et sur la table de la cuisine se trouvait un panier de fruits, une bouteille de vin et une note. Bienvenue à Saint-Malo, Amélie. J'ai parcouru lentement les pièces, m'habituant à l'idée que c'était maintenant ma maison. Elle était beaucoup plus petite que le manoir de Honfleur, mais chaque coin semblait confortable et plein de caractère, les planchers en bois d'origine, les luminaires vintage, les étagères encastrées dans le salon. Les événements des dernières semaines s'étaient déroulés à une vitesse fulgurante. La maison de Honfleur fut vendue à la famille Bisset comme je l'avais espéré. Ils offrirent le meilleur prix et, plus important encore, ils aimèrent la maison au premier regard. Paul et Laurent promirent de préserver le jardin de roses que j'avais si longtemps et amoureusement créé. Adrien ne savait toujours pas. Pour la vente, j'avais désigné mon avocat comme personne de contact pour toutes les formalités et j'étais parti en courtes vacances. Dès que le contrat préalable fut signé, mon téléphone était éteint. La plupart du temps, j'attribuais cela à une mauvaise connexion, à l'endroit des vacances. En réalité, j'étais activement engagé dans la recherche et l'aménagement d'une nouvelle maison, les démarches administratives, l'organisation du déménagement. Je ne voulais pas qu'Adrien ou Élodie m'empêchent de faire ce pas décisif. Je montai les escaliers en bois jusqu'au 2e étage et sortis sur la terrasse. La vue était à couper le souffle. L'immense bleu de la baie, les voiles blanches des yachts au loin, le contour d'eau du rivage. L'air était saturé de sel et de liberté. J'inspirais profondément, sentant la tension des dernières semaines, ou peut-être des années, commencer à s'évanouir. Vers le soir, la voiture avec mes affaires arriva. Je n'avais pas pris grand-chose avec moi, principalement des livres, des tableaux et quelques meubles qui avaient une signification spéciale pour moi, le fauteuil où Jacques aimait s'asseoir, mon bureau, l'horloge ancienne, que j'avais reçue de ma grand-mère. Le reste fut soit laissé au nouveau propriétaire de la maison, soit vendu aux enchères, les revenus ajoutés à mon portefeuille d'investissement. Les déménageurs déplacèrent tout dans la maison, rapidement et proprement, disposant les gros objets selon mes instructions. Quand ils partirent, j'étais seule dans la maison à moitié meublée, entourée de cartons et de nouvelles possibilités. La fatigue vint soudainement. J'avais vécu sur l'adrénaline ces dernières semaines, passant d'une tâche à l'autre. Maintenant que les principaux tracas étaient derrière moi, mon corps me rappela mon âge. Je décidai de ne pas déballer aujourd'hui. Au lieu de cela, j'ouvris la bouteille de vin que Claire avait laissée Versailles-en-Verré et sortis sur la terrasse pour regarder le coucher de soleil. Le ciel se parait de toutes les nuances, de rose et d'orange. Se reflétant dans l'eau calme de la baie, je levai mon verre dans un toast silencieux, à un nouveau départ, à la liberté, à l'opportunité de vivre mes années restantes, comme je le voulais, pas comme quelqu'un d'autre. Le matin commença avec le chant des oiseaux et le bruit des vagues. Je me réveillai dans une chambre inconnue, sur un lit inconnu, et pendant un instant, j'étais confuse, puis je me souvins
C'était ma nouvelle maison, ma nouvelle vie. Le sentiment était étrange. Un mélange d'excitation, de nostalgie et de quelque chose proche de la joie d'un enfant. Avant une aventure, je préparai du café dans la cuisine encore inhabitée et sortis sur la véranda avec une tasse. Saint-Malo matinale était pleine de vie. Voisins promenant leurs chiens, jogours, cyclistes passant par là. Quelques passants me firent un signe amical. Bien que nous soyons étrangers, il y avait quelque chose de réconfortant dans cette simple courtoisie, comme si la ville m'accueillait dans sa communauté. Je décidai de commencer la journée par une promenade dans le quartier. Je mis une robe légère, un chapeau de paille, pour me protéger du soleil breton, et partis explorer mon nouveau quartier. Le quartier historique de Saint-Malo s'avéra être un endroit charmant, rues étroites avec des maisons bretonnes, petites boutiques, café avec terrasse. Je trouvai un marché alimentaire où j'achetai des fruits et légumes frais, m'arrêtai dans une boulangerie pour du pain et découvris une petite librairie avec une enseigne intrigante qui disait « Découvrez des histoires ». La propriétaire, une femme énergique dans la soixantaine, aux cheveux courts et aux perles colorées, se présenta comme Monique Vidal. « Vous êtes nouvelle ici ?» demanda-t-elle, en emballant un livre que j'avais choisi d'un auteur local sur l'histoire de Saint-Malo. « Oui, je viens d'emménager hier, » répondis-je. « J'ai acheté une maison, rue des Embruns, une bretonne bleue. » Monique s'anima. « Je connais cette maison. Elle était vide depuis quelques mois. Après qu'Hélène soit partie plus près de ses enfants, à Rennes, c'est un excellent choix. Vous aurez une vue magnifique sur les couchers de soleil. » Nous commençâmes à parler. Il s'avéra que Monique avait vécu à Saint-Malo toute sa vie, connaissait l'histoire de chaque maison dans le quartier historique et pouvait recommander tout, du meilleur restaurant local au plombier le plus fiable. Nous avons un club de lecture ici, le mercredi, directement dans la boutique, dit-elle avant que je parte. Nous lisons Marguerite Yourcenar. En ce moment, venez si ça vous intéresse. Je la remerciai pour l'invitation, me sentant soudain excitée. Un club de lecture. Combien de fois avais-je rêvé d'en rejoindre un à Honfleur, mais il y avait toujours des choses plus importantes à faire. Aider Adrien avec les devoirs des enfants, préparer le dîner pour leurs invités, faire les courses pour Élodie. En rentrant chez moi, je croisai un voisin, un homme grand, aux cheveux gris, qui taillait les haies devant sa maison en face. « Bienvenue dans notre quartier », me salua-t-il, posant ses ciselles de jardin. « Je suis Michel Giraud, votre voisin. » Amélie Fournier, tendis-je la main, ravi de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander, offrit-il. La première fois dans un nouvel endroit n'est jamais facile. Nous parlâmes un peu du quartier, du temps, du jardinage. Michel s'avéra être un ancien professeur de biologie marine, qui avait pris sa retraite il y a 5 ans. Il écrivait maintenant des livres de vulgarisation scientifique sur la vie marine du golfe de Gascogne et donnait des excursions pour les écoliers. Ma femme, Céline, passera sûrement un de ces jours, dit-il avant de nous dire au revoir. Elle fait les meilleurs muffins aux myrtilles, de Saint-Malo. Compte ça. Je rentrai chez moi avec des sacs pleins de provisions et le sentiment d'avoir fait les premiers pas vers de nouvelles connexions. C'était étrange et un peu déstabilisant. Pendant tant d'années, j'avais vécu dans un cercle social établi où tous les rôles étaient depuis longtemps assignés. Maintenant, je devais repartir de zéro, me présenter à de nouvelles personnes, non pas comme la mère d'Adrien ou la grand-mère de Léa et Jules, mais simplement comme Amélie Fournier, une femme avec ses propres intérêts, son histoire et sa personnalité. Les jours suivants passèrent dans l'agitation de l'aménagement de la maison. Je déballais, rangeais les livres sur les étagères, accrochais des tableaux et achetais les meubles et objets ménagers manquants. La maison se remplissait progressivement de vie, devenant une extension de moi-même.
je portais une attention particulière. À mon bureau, une petite pièce au 2e étage, avec une fenêtre donnant sur la baie. Ici se trouvait mon vieux bureau. Des étagères avec mes volumes préférés. Un fauteuil confortable pour lire, sur le mur. J'accrochais le tableau que Jacques m'avait offert pour notre 20e anniversaire de mariage, une marine d'un artiste inconnu, trouvée dans une petite galerie lors de notre voyage en Bretagne. Dans cette pièce, je prévoyais de reprendre le travail sur le livre que j'avais commencé après la retraite, une étude des images féminines. Dans la littérature française du XXe siècle, un dossier de notes et de brouillons, qui était resté intact pendant plusieurs années, occupait désormais une place d'honneur sur le bureau, le 5e jour de ma nouvelle vie, alors que la maison était plus ou moins installée, et que je commençais à m'habituer au rythme mesuré de la ville côtière. La sonnette retentit. Adrien. Je savais que ce moment était inévitable, mais je sentis mes épaules se tendre à la vue de son nom sur l'écran. Ah, oui, Adrient, répondis-je, essayant de garder ma voix neutre. Maman. Son ton était étrange. Un mélange de méfiance et de colère montante. Mais que se passe-t-il? Je suis venu chez toi et il y a une famille étrange là-bas. Ils disent qu'ils ont acheté la maison. Y a-t-il une erreur? J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. Non, Adrienne, il n'y a pas d'erreur. J'ai vendu la maison. Il y eut une longue pause. Je pouvais presque physiquement sentir qu'il essayait de traiter cette information. Ah, tu as quoi? Articula-t-il enfin. Ah, que veux-tu dire? Tu l'as vendue. Quand? Pourquoi? Sans me consulter. Il y a 3 semaines, répondis-je calmement. Je n'avais pas besoin de consulter. C'était ma maison, et j'avais tous les droits de l'utiliser comme je l'entendais. Maman, es-tu devenue folle? Sa voix monta. Comment as-tu pu vendre la maison familiale, sans en discuter avec la famille? Où es-tu maintenant? Que se passe-t-il? Chou. J'ai déménagé, Adrien. J'ai acheté une maison à Saint-Malo, au bord de la mer. Sainte-Malo. Il prononça le nom de la ville, comme si j'avais dit sur Mars. Pourquoi? Que va faire une vieille femme, là-bas toute seule? Et pourquoi ne nous as-tu rien dit? Voilà. Vieille femme, encore cette définition, qui est censée expliquer pourquoi je n'ai pas le droit de prendre mes propres décisions, parce que c'est ma décision. Adrien, dis-je fermement, je n'ai pas à la coordonner avec toi, sur où et comment je dois vivre. Mais nous en avons parlé. Il semblait sincèrement indigné. Nous avons discuté que la maison était trop grande pour toi, que tu avais besoin de quelque chose de plus compact, mais nous parlions d'un appartement à proximité, pas d'une maison dans une autre ville. Non, Adrien, secouai-je la tête, bien qu'il ne puisse pas le voir. Vous ne l'avez pas discuté avec moi. Vous m'avez mise devant le fait accompli. Vous avez décidé que je devais vous donner la maison et déménager là où vous vouliez que j'aille. Eh bien, ce n'est pas ce que j'ai décidé. Et tu n'as même pas consulté? Son ton devint accusateur. Ah, maman, nous sommes ta famille. Nous nous soucions de toi. Comment peux-tu être si égoïste? Ben, égoïste. Ce mot me frappa avec une douleur soudaine. Toute ma vie, j'ai essayé d'être une bonne mère, une grand-mère attentionnée, un soutien fiable pour ma famille, mettant toujours leurs besoins avant les miens, et maintenant que j'ai fait un choix pour moi, pour la première fois depuis des années, suis-je égoïste? Je ne suis pas égoïste. Adrien, répondis-je, ma voix tremblante. Je commence enfin à vivre ma vie, pas la tienne. De quoi parles-tu? Dédit Adrien, sa voix prenant le ton qu'il utilisait pour parler aux enfants capricieux. Maman, tu n'es clairement pas toi-même. Où es-tu exactement? Je viens te chercher. Nous discuterons calmement. Non, dis-je fermement. Je ne vais nulle part. Je suis chez moi, dans ma nouvelle maison, celle que j'ai choisie moi-même et achetée avec l'argent de la vente de l'ancienne.
Chez toi, ricana-t-il. Mais quelle maison à Saint-Malo? Tu ne connais personne là-bas. Tous tes amis et ta famille sont ici à Honfleur. Pense aux enfants. Comment vont-ils voir leur grand-mère? Voilà la carte des petits-enfants. J'attendais qu'il la joue. Saint-Malo n'est pas à l'autre bout du monde. Adrien, répondis-je. 4 heures de route. Vous pouvez amener les enfants le week-end. C'est une belle plage. Ils vont adorer. Yé, à ton âge. Commença-t-il. Arrête de parler de mon âge. L'interrompis-je. J'ai 64 ans. Pas 4, 24. Je suis saine d'esprit, en bonne santé et parfaitement capable de prendre des décisions sur ma propre vie. Il y eut une pause lourde. Je pouvais l'entendre respirer par intermittence. D'accord, dit-il enfin, et sa voix devint froide. Professionnel. Très bien. Mais qu'en est-il de l'argent? Combien as-tu obtenu pour la maison? J'espère que tu n'as pas laissé les agents immobiliers te tromper. L'argent. Bien sûr, la sollicitude pour mon bien-être fut rapidement remplacée par la sollicitude pour mes finances. J'ai obtenu un bon prix, répondis-je évasivement, et j'ai bien utilisé les fonds. Que veux-tu dire? Utiliser. Il y avait une pointe d'inquiétude dans sa voix. Ah, maman, dis-moi que tu n'as pas donné l'argent à un escroc. Attends, à ton âge, les gens tombent dans des combines pyramidales et autres. Adrien, soupiraillé, fatigué de cette conversation. J'étais professeur de littérature, pas analyste financière comme toi, mais ça ne veut pas dire que je suis naïve ou stupide. J'ai consulté des professionnels et investi dans des actifs sûrs. Une partie de l'argent a servi à acheter une nouvelle maison, une partie à des œuvres caritatives, et le reste me permettra une vie confortable. Ça, caritative. Sa voix se brisa en un cri. Tu as donné notre argent à des œuvres caritatives? Pas notre argent. Adrienne, le corrigeai-je. Le mien. L'argent de la vente de ma maison. La maison qui était censée être la nôtre. Il ne pouvait plus cacher sa colère. La maison que nous avions prévue pour nos enfants, comment as-tu pu nous faire ça? Je sentis une vague d'irritation monter en moi. Adrien, écoute-moi attentivement. C'était ma maison, celle de ton père et moi. Nous l'avons achetée avec l'argent que nous avons gagné par notre dur labeur, et elle n'était pas destinée à toi, ni à tes enfants. C'était notre maison, un endroit où nous vivions et où nous étions heureux. Le fait que tu pensais avoir un droit dessus, alors que je suis encore en vie, c'est ton problème, pas le mien. Tout, tu ne comprends pas. Sa voix tremblait. Nous nous soucions de toi. Nous voulions que tu sois à l'aise, que tu ne sois pas seul. Et toi, tu as tout gâché, avec ton égoïsme. Non, Adrien, dis-je calmement. Vous ne vous souciez pas de moi. Vous vous souciez de la maison que vous vouliez. Vous vous souciez de l'argent que vous pensiez déjà avoir. Vous ne me voyez pas comme une personne avec ses propres désirs, et droit, mais comme un obstacle à contourner pour obtenir ce que vous vouliez. Ce n'est pas vrai, s'exclama-t-il. Nous t'aimons. Tu es notre mère, notre grand-mère. Oui, je suis votre mère et grand-mère. Acquiesçai-je. Mais je suis aussi une femme qui a droit à sa propre vie, qui ne veut pas être juste une grand-mère pratique, gardant vos enfants à la demande, ou un distributeur automatique, distribuant de l'argent pour vos besoins. Je suis une personne Adrien, avec des rêves, des projets, des désirs, et j'ai le droit de les poursuivre. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, puis j'entendis des voix étouffées. Apparemment, Élodie était à côté de lui, disant quelque chose. Maman, sa voix changea, plus réservée. Je comprends que tu es contrariée, peut-être que nous avons vraiment été trop insistants sur la maison, mais ne prenons pas de décision hâtive. Pourquoi ne pas nous rencontrer et discuter calmement? Nous pourrions venir chez toi à Saint-Malo ce week-end. Je souris presque.
Adrien avait toujours été un bon négociateur. Maintenant, il essayait de changer de tactique, voyant que la colère et les accusations ne fonctionnaient pas. D'accord, acceptai-je. Venez samedi, je vous enverrai l'adresse. Soupa. Il semblait soulagé. Donc c'est d'accord. Et maman, je suis content que tu ailles bien. Nous étions inquiets. Mais que? Après la conversation, je restai longtemps sur la terrasse, regardant la baie, le soleil glisser vers le coucher, colorant, l'eau de ton doré. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, du douter, peut-être même du regret, pour ma décision après avoir parlé à Adrien. Mais au lieu de cela, je me sentais étrangement calme et confiante d'avoir fait le bon choix, toute ma vie. J'avais essayé d'être une bonne mère, soutenant, compréhensive, aidante, mais quelque part en chemin, ce soutien s'était transformé en auto-sacrifice, et cette aide en dépendance. J'avais permis à mon fils et à ma belle-fille de me voir, non pas comme une personne, mais comme une fonction, et pire encore, j'avais commencé à me voir ainsi. Maintenant, cela changeait. Je n'allais pas rompre ma relation avec mon fils, ni renoncer à mon rôle de grand-mère, mais je n'allais plus permettre qu'on m'utilise ou qu'on me dicte comment je devais vivre ma vie. La sonnette interrompit mes réflexions. Une femme âgée, au visage aimable, et tenant un panier, se tenait sur le seuil. « Bonsoir », sourit-elle. « Je suis Céline Giraud, la femme de Michel, d'en face. Je suis venue accueillir une nouvelle voisine, et j'ai apporté des muffins. » Amélie Fournier, tendis-je la main. « Oh, c'est tellement agréable de vous rencontrer. » Nous parlâmes un peu du quartier, du temps, du jardinage. Céline s'avéra être une ancienne professeure de musique, passionnée de jardinage et d'histoire locale. Nous discutâmes pendant presque 2 heures, découvrant de nombreux intérêts communs, de la littérature classique à la musique jazz. Mercredi prochain, nous avons un club de lecture. Chez Monique, dit-elle, se préparant à partir. Et jeudi, il y a un cours d'aquarelle au centre communautaire. Vous devriez absolument y participer si cela vous intéresse. J'ai la remercié pour l'invitation, ressentant une légère excitation. Club de lecture, peinture, des choses dont j'avais rêvé pendant des années, mais toujours repoussées. Les enfants ont besoin d'aide pour leurs devoirs. Élodie m'a demandé de garder Jules. Il a un léger rhume. Adrien a une réunion importante. Je dois préparer le dîner. Pour ses collègues, maintenant, je pouvais décider comment passer mon temps. C'était une sensation enivrante de liberté, mais aussi une prise de conscience. Des opportunités manquées. Combien d'années avais-je gaspillé à vivre selon les plans et priorités des autres? Combien de livres n'avais-je pas lus? Combien d'endroits n'avais-je pas visités? Combien d'idées n'avais-je pas réalisées? Parce que j'avais toujours mis les besoins des autres avant les miens. Cette nuit-là, je décidai de commencer une nouvelle tradition, faire quelque chose pour moi chaque jour. Quelque chose qui apporte de la joie, qui développe, qui inspire. La première action fut de m'inscrire au club de lecture et au cours d'aquarelle. La seconde fut de reprendre le travail sur le livre que j'avais commencé après la retraite. Je sortis le dossier de notes, relus ce que j'avais écrit et sentis un enthousiasme créatif, longtemps oublié, se réveiller en moi en me couchant dans ma nouvelle chambre, avec la fenêtre ouverte, sur le bruit du ressac. Je me sentais en paix. Demain, il y avait beaucoup à faire. Aménager le jardin, trouver le marché fermier le plus proche, m'inscrire à la bibliothèque locale. Mais maintenant, dans le calme de la nuit, je savourais la simple réalisation. J'étais libre, libre d'être moi-même, de vivre ma vie, de suivre mes désirs. Et cette liberté valait toutes les luttes, toutes les conversations désagréables, tous les doutes. Je m'endormis en pensant que mon nouveau rivage n'était pas seulement un lieu géographique, mais une nouvelle étape de vie, où je pouvais enfin être juste Amélie Fournier, pas la mère de quelqu'un, la grand-mère ou une ressource pratique.